Et de retour à notre invité, Dr Adli Hassanein. On ne sait pas si votre camp, votre centre ressemble à cette colonie d'été qu'on vient de voir, mais on voudrait bien savoir les autres genres d'activités que vous exercez ou que vous apprenez aux écoliers, notamment le recyclage. Premièrement, pour commencer à parler au recyclage, on commence à parler au mode de vie. Pourquoi produire tant de déchets et après aller faire le recyclage? So, on apprend aux enfants, par exemple, pour aller à l'école. Et on fait un programme avec chaque école. Par exemple, une école, ils ont accepté l'idée qu'à l'école même, il y a trop de déchets et ils ont obligé de payer trop d'argent pour quelqu'un prendre ces déchets. Ouais. Si on limite les déchets hors de l'école, sur l'enfant qui vient à l'école, il n'a pas de déchets. On a créé ce qu'on appelle la boîte d'hygiène, enfin les lunchbox, voilà, qui est zéro déchet. Donc l'enfant, il vient, il a son déjeuner. Si c'était orange, aux bananes, aux fruits, il faut le éplucher, couper, préparer et l'amener avec vous pour manger uniquement. Donc il n'y a pas de blessures, il n'y a pas de déchets à jeter à l'école. L'école, c'est uniquement pour éducation et les déchets de l'école, ça doit être les paperasses et le produit artistique. Et comme ça, l'école sera spécialisée pour chercher quelqu'un, et nous, on cherche quelqu'un qui est spécialisé pour prendre les papiers, pour recycler les papiers. Donc l'école est propre. Et l'enfant comprend la différence. Amenez avec vous du jus dans une bouteille que vous pouvez prendre à la maison, laver et le remplir encore. Mais pas donner à chacun un petit carton de lait, un petit carton de jus, et comme ça, on a 2000 cartons à jeter à l'école chaque jour. Et ce n'est pas bon pour l'industrie et ce n'est pas bon pour les pays. Parce qu'on apprend à un enfant chacun, à la fin, que chaque Égyptien, nous sommes 80 millions, chaque Égyptien produisait chaque jour 1 kilo de déchets de la maison. C'est 80 millions de kilos par jour. Qui a la capacité de traiter ces déchets par jour? Est-ce que vous apprenez aux enfants de faire ça ou bien ce sont des projets en coordination avec les écoles elles-mêmes? Non, non, non. On apprend les enfants à faire ça chez nous et l'école rentre, et les enfants rentrent à l'école pour créer ce qu'on appelle le club vert de l'école ou le groupe environnemental. Et à ce moment-là, ils sont les leaders dans l'école, ils ont appris à le faire. Donc c'est un groupe d'élèves qui est plus conscient que les autres de l'environnement, de la nature, tout ce qui est environnemental, donc pour faire apprendre ça aux autres élèves. Ils sont les leaders, ils sont les pionniers dans leurs écoles. Et ça, c'est uniquement pour les questions environnementales et dans les déchets. Mais imaginez qu'on fait aussi un programme pour l'école pour l'énergie renouvelable et comment on peut, conserver l'énergie, conserver l'eau. Et là, on apprend aux enfants chez nous, amène avec vous la boîte de pizza, des cartons de pizza, et on amène des produits, on met à l'intérieur et on transforme cette boîte en un four solaire. Et on amène la petite pizza, on les fait, les enfants viennent le faire chez nous à la cuisine, et ils vont les mettre là-bas, mettre la sauce tomate et tout, et on le met dans le soleil en une demi-heure de 1 heure, il est cuit, et il va la manger, et les enfants disent, c'est facile l'énergie solaire, pourquoi on ne fait pas ça en Égypte? Et on a une délicieuse pizza en plus. Une pizza. Alors, vous essayez de sensibiliser les jeunes ou les écoliers envers l'économie verte et le développement durable. Exact. C'est ça l'objectif principal. Et développer le bon caractère d'un bon citoyen à cet âge-là. Et nous avons été spécialisés dans l'âge de entre 9 et 17. Ce qu'on appelle l'âge difficile. Et on a trouvé qu'il n'est pas difficile tant qu'ils sont en contact avec la nature. Et tant qu'ils sont respectés comme adultes et on leur parle un langage d'adulte. Et ils participent
au nettoyage des centres, ils participent à faire leur lit et à organiser leur vie avec nous. Oui, vous savez que en fait, le respect de l'environnement est dans pas mal de pays maintenant, fait partie de la charte ou de la constitution pour que ça soit un droit. Ça fait partie des droits de l'homme. Alors, est-ce que vous enseignez, vous faites apprendre aux enfants quelque chose qui a relation avec les droits de l'homme en général, ou bien c'est tout ce qui concerne terre, nature et environnement? Ah non, non. C'est d'ailleurs une des grandes raisons pour laquelle on était fermé. C'est qu'on a touché... Votre centre a été fermé? Absolument. On était obligé, on a forcé de fermer. À cause des droits de l'homme? À cause de l'éducation des droits de l'homme, éducation civique et à cause de l'éducation des principes de démocratie. C'est une longue histoire qu'on doit écouter, mais on va voir tout d'abord le reportage de Shams Senami sur les droits de l'homme, droit indéniable à toute la famille. Suivons ensemble. Les droits de l'homme sont un concept selon lequel tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que l'ethnie, la nationalité ou la religion. Selon cette philosophie combattue ou éclipsée au XIXe siècle, XXe siècle et XXIe siècle par d'autres doctrines, l'homme, en tant que tel, et indépendamment de sa condition sociale, a des droits inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés, et donc opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir. Ainsi, le concept de droit de l'homme est-il par définition universaliste et égalitaire, incompatible avec les systèmes et les régimes fondés sur la supériorité ou la vocation historique d'une caste, d'une race, d'un peuple, d'une croyance, d'une classe ou d'un quelconque groupe social ou individu. Il est incompatible tout autant avec l'idée que la construction d'une société meilleure justifie l'élimination ou l'oppression de ceux qui sont censés faire obstacle à cette édification. L'histoire des droits de l'homme est aussi ancienne que celle du droit, qu'il s'agisse de coutumes non écrites ou de codes gravés dans la pierre. Enracinés dans les convictions religieuses ou philosophiques, souvent obtenues à l'issue de combats politiques ou de luttes sociales, les droits de l'homme ou les droits humains ou les droits de la personne humaine expriment tous la reconnaissance de la dignité inaliénable de la personne humaine. En ce sens, ils trouvent leur source dans toutes les cultures qui, sous des formes diverses, affirment le respect de l'homme. Les droits de l'homme, type de prérogatives dont sont titulaires des individus, sont généralement reconnus dans les pays occidentaux par la loi, par des normes de valeur constitutionnelle ou par des conventions internationales, afin que leur respect soit assuré, si besoin, et même contre l'État. L'existence et la validité ou le contenu des droits de l'homme sont un sujet permanent de débat en philosophie et en sciences politiques. Reconnaissant que les Nations Unies, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenus que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou même de toute autre situation. Alors, en 2 minutes, Dr Adli Hassani, pourquoi le centre a été fermé en Égypte et si vous avez l'intention de le rouvrir? Il y a 2 choses. La première chose, que quand on a accepté de me donner le terrain pour le centre, j'ai venu de Californie et je ne savais pas le système de business dans le pays. On a fait à peu près 12 signatures de 12 ministères. Et on a dit, on vous donne le centre maintenant avec le droit de construire et de travailler. Et une fois vous prouvez que vous êtes sérieux,
on va entamer le processus de vendre le terrain pour vous. Donc, j'étais tellement naïf. Moi et Dr Mamdouh Hamza, qui est un partenaire, on a mis notre argent et on a développé le centre sur des terrains qui ne nous appartiennent pas. Est-ce qu'il y a une autre preuve de sérieux que ça? Non. Et malgré tout ça, ça a été tout le temps la corruption. Ils viennent, ils veulent de l'argent, et ils demandent des questions. Nous, on veut avoir une autre visite, etc. Et ça a duré depuis 2004 jusqu'à 2009, et j'étais incapable de continuer après ça. Parce que... Alors vous avez dû fermer le centre. Ça, c'est pour une chose. Et la deuxième chose, la mentalité de développement à l'échelon local est complètement très bas, qui ne comprennent absolument pas les principes et qui considèrent mon centre comme un centre touristique du point de vue travail. Et ils ont doublé l'électricité, doublé l'eau. J'étais incapable de continuer. Vous avez l'intention de rouvrir le centre après la révolution du 25 janvier? J'espère. J'ai commencé déjà les négociations avec l'Éthiopie et le Rwanda et le Kenya. Et on a déjà créé quelques centres et un centre en Tunisie, et qui sont commencés à travailler merveilleusement avec un grand support de l'État et un grand support de l'éducation nationale dans ces pays-là. En Égypte, je vais attendre de voir, si l'éducation en Égypte elle va mettre l'accent sur la vie des enfants hors de l'école et développement leur capacité et leur caractère, si le gouvernement au niveau local va adopter ce genre de centre pour développer la mentalité orientée vers un développement durable et environnemental. Et à ce moment-là, je suis capable de recommencer. On espère bien que tous ces changements aient lieu après la Révolution, surtout le changement des mentalités dont vous avez parlé tout de suite. Dr Adli Hassanein, expert en développement et durable et propriétaire de ce centre, on ne va pas dire de colonie d'été, maintenant c'est un centre centré sur l'environnement, nature et développement durable. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Bonjour l'Égypte et bon courage. Je vous remercie beaucoup et je vous remercie pour toucher vraiment des sujets extrêmement agréables et à l'heure du jour. Merci beaucoup. Alors, merci Dina, merci chers téléspectateurs et rendez-vous demain avec une nouvelle édition et une nouvelle équipe de Bonjour l'Égypte. Au revoir et bonne journée.